Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation, débattre des questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, tel est le leitmotiv de cette émission. Et comme d'habitude, nous avons souvent le dire que c'est de ces débats contradictoires, c'est de ces réflexions que pourront être le substrat, la quintessence, qui va permettre à la nation d'avancer. La famille s'agrandit du jour au lendemain, la famille s'agrandit. Vous nous suivez sur Perfect Télévision, émettant à Kinshasa, à Brazzaville et les environs. Nous sommes sur TNT, BlueSat, Canal 34. Vous nous suivez sur Nyota Télévision, sur Canal Sat, Canal 348, si je ne me trompe pas. Voilà, clin d'œil au directeur général Frédéric Kitenge. Vous nous suivez sur Family Group Télévision, désormais à Matadi. Désormais tous les jours à 20h30. Tous les jours. Débat pour la Nation au Congo central, à Matadi. Family Group Télévision du CP Murphy prendra désormais le relais. N'oubliez pas que nous sommes aussi diffusés au niveau de Kindu, Maniema, RTSK. Voilà. Il y a tous ceux qui nous coupent dans les réseaux sociaux des extraits. Il n'y a pas de souci, c'est l'effet contagieux. Allez, on a annoncé, vous l'avez suivi, vous êtes nombreux à attendre. C'est un grand honneur d'une personne qui n'était pas au pays, qui est venue au pays juste quelques jours, c'est pas quelques heures pour repartir, mais il décide de communiquer à Perfect Télévision. Une personnalité de ce pays, candidat président, d'ailleurs, lui, ayant, je veux dire, fait plusieurs prophéties, prophète de malheur ou de bonheur, je ne sais pas, dans les émissions précédentes, il avait même retiré sa candidature à la présidence de la République. Et aujourd'hui, beaucoup de faits, quand même, lui donnent raison. Hein. Mais était-il prophète de bonheur, de malheur de la RDC? Ou est-ce qu'il avait l'œil de l'aigle? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je reçois sur ce plateau le président Alain Daniel Chekomba. Président, bonjour. Bonjour Peter, merci. Comment vous allez? Je vais très bien, comme vous le voyez. Vous n'étiez pas au pays, vous êtes arrivé, vous repartez d'ailleurs. Oui. Je ne suis pas au pays. Après les élections, j'ai continué avec mes affaires. Et puis j'ai finalement décidé de faire une thèse de doctorat en sciences politiques. Oh, très bien. Ouais, pour essayer d'avoir les outils scientifiques qui permettent d'analyser les événements politiques, d'analyser les acteurs, les forces et puis surtout les objectifs. Voilà. Là, vous le faites en Afrique du Sud? Non, je le fais en Europe. En Europe. Ah, ok. Vous êtes revenu, vous repartez, mais vous décidez de venir communiquer chez nous, un honneur? Ah oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays maintenant. Ce qui est important pour moi comme ancien candidat président de la République et puis comme politologue désormais maintenant, c'est de voir qui sont les acteurs de la politique congolaise, quelles sont les forces dans la politique congolaise et comment ces forces et ces acteurs vont créer la dynamique et quelle sera les impacts de cette dynamique sur la vie des Congolais. Ça m'intéresse. Vous êtes candidat malheureux? Non, je ne me suis jamais considéré comme candidat malheureux parce que j'avais retiré ma candidature. Parce que, bon, dès le départ, j'avais dit que la machine à voter ne valait pas la peine. Okay. Et je ne pouvais pas me contredire. Comme j'avais refusé la machine à voter et que Corneille Nangaa avait insisté d'utiliser la machine à voter, je devais être cohérent. Et donc, vous êtes resté constant dans vos prises de décision. Voilà. Ou peut-être que vous avez eu peur, n'ayant pas de base, pas de parti politique. Non, vous savez, je ne changerai jamais mon point de vue. Je pense que le parti politique, je l'ai toujours dit, c'est un peu du folklore, en fait. Tous ces partis politiques-là, c'est du folklore. C'est du folklore. Tout le monde fait l'hypocrisie. Ok. Je me pose la question, depuis que les gens, quelle est l'éducation civique que ces partis politiques donnent à leurs membres? Ou bien ce que les membres font, c'est de se réveiller le matin en espérant que le président de leur parti politique deviendra ministre ou président pour finalement avoir l'occasion de, comme disent les Congolais, de se retrouver. Voilà. Parce que c'est la politique qui paye mieux ici dans ce pays. Malheureusement, ça ne devrait pas être ça. Un pays qui a plus de partis politiques, et des gens créent plus de partis politiques et d'entreprises. Quand on a 100 000, 200 000, on devient président d'un parti politique, plutôt que d'investir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce soit la politique, que ce soit les groupes armés, que ce soit les entreprises privées,
tous visent, ont le même objectif. L'objectif, c'est de pouvoir multiplier ses revenus. Ok. Si j'investis dans un parti politique des 100 000 et je peux générer 3 millions, 4 millions, je peux dire j'investis 100 000 $ pour faire élire des députés. Ok. Et chaque député reçoit 21 000 $ par mois pendant 5 ans. Vous voyez que j'ai multiplié mon investissement fois 500. Alors, aucun business vous ne pouvez faire au Congo qui va vous permettre de multiplier autant votre investissement. Donc ces partis politiques sont des business, c'est même comme les groupes armés, vous dites? Oui, c'est comme les groupes armés. Les groupes armés, ce sont comment dirais-je, ils utilisent la raison ethnique ou la raison religieuse tout simplement pour justifier le fait qu'ils doivent prendre les armes pour contrôler les commerces des ressources naturelles dans les territoires où ils vont chasser la force publique. Voilà, donc tout ça c'est... C'est plus de guerre économique plutôt que de guerre d'idéologie ou quoi? Non, personne ne se bat pour les idéologies en République démocratique du Congo ou même partout ailleurs, tout le monde se bat. C'est pour les intérêts. Oui, c'est pour des intérêts, tout à fait clair. Alors, M. Shekomba, pendant ce temps, Bunagana est occupé. Plus de 120 jours. Comment décryptez-vous la situation sécuritaire dans l'Est, précisément avec l'occupation de Bunagana par le M23? Écoutez, il faut remonter le temps. Ok. Je vais faire un peu d'histoire, allez-y, si vous permettez. Je vous en prie. Après la colonisation, nous étions sans institutions, sans des gens formés pour prendre la relève, n'est-ce pas? Ok. Et au lieu de pouvoir bâtir nos institutions, les colonisateurs nous ont poussés à nous battre entre nous pour qu'eux puissent continuer à nous dominer, à nous piller et à nous appauvrir. Okay. Et après 5 ans de guerre, ils ont imposé Mobutu et ils ont donné tout le soutien à Mobutu. Même si les peuples réclamaient qu'ils avaient faim, il y avait des rébellions, ils ont maté ces rébellions pour imposer Mobutu au nom de la guerre froide. Mais ce n'était pas les Congolais qui faisaient la guerre froide, c'était l'Occident qui faisait la guerre froide contre la Russie. Le bloc Est contre le bloc Ouest. Voilà. Et puis Mobutu ne s'intéressant pas du tout à résoudre le problème des Congolais, n'est-ce pas? Zaïro à l'époque? Oui, Zaïro à l'époque. Il a complètement détruit les pays, il a complètement détruit l'appareil sécuritaire qui, au lieu de défendre l'ensemble de la République démocratique du Congo, défendait un individu. Alors, après la guerre froide, les Occidentaux n'avaient plus intérêt à défendre Mobutu. Et donc, Mobutu, avec un appareil sécuritaire totalement orienté individu et non orienté pays, a été défait par les forces rwandaises, ougandaises, avec Laurent Désiré Kabila. Et depuis, on n'a jamais reconstruit une nouvelle armée pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale et imposer la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire. Et malheureusement, le pays a beaucoup de ressources naturelles. Et comme il n'y a pas une puissance militaire, une puissance sécuritaire capable de se déployer sur l'ensemble du territoire, les groupes de bandits s'arrangent pour contrôler des parties des territoires où il y a des ressources naturelles ou des groupes de territoires qui sont à côté des frontières pour pouvoir faire payer les taxes, pour pouvoir vendre les matières premières. Ça, c'est la cause première, d'après moi, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi longtemps que la République démocratique du Congo ne va pas développer sa puissance militaire, sa puissance sécuritaire pour imposer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, on va accuser les Angolais, on va accuser les Rwandais, on va accuser les Ougandais, on va accuser tout le monde. Le problème, c'est nous. Oui, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. La situation de l'Est, que pensez-vous de l'occupation de Bunagana? Je pense que l'occupation de Bunagana, ça veut dire que la puissance militaire ou la puissance sécuritaire de la République démocratique du Congo est tellement réduite qu'elle ne peut pas s'imposer sur l'ensemble du territoire. Elle est réduite par qui? Mais parce que je viens de faire, comment dirais-je, l'historique. Voilà. Donc ça, pour vous, c'est l'extérieur qui nous impose une situation pour que la partie se soit prise par les étrangers? Non. L'extérieur ne nous impose aucune situation. Nous-mêmes, nous nous imposons la situation. Comment? Je vais prendre un exemple. Quel est le budget de la défense de la République démocratique du Congo? Et quel est le taux d'exécution des
ces budgets de la défense? Deuxièmement, pourquoi quelqu'un qui est chef de groupe armé à l'est du pays, où il évacue par exemple 20 kg d'or après chaque 6 mois, n'est-ce pas? Il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi, quel intérêt il a à intégrer l'armée de la République démocratique du Congo et abandonner son fief où il est en train de gagner beaucoup d'argent? Quel est le salaire d'un militaire aujourd'hui? Vous pouvez me parler de 300 $, 400 $, on a augmenté 15 fois, 5 fois. Mais quelqu'un qui est en train d'évacuer 20 kg d'or ou 10 tonnes de coltan chaque semaine, il gagne combien d'argent? Voilà. Donc il faut pas, ce ne sont pas des raisons politiques, ce sont des raisons purement économiques. La preuve, je l'ai toujours dit, il n'y a aucun discours politique cohérent des M23. Quelles sont les revendications politiques cohérentes des M23 et des groupes armés? Il n'y en a pas. Les revendications, c'est que nous voulons discuter avec le gouvernement pour réintégrer l'armée. Oui, ils vont réintégrer l'armée pour avoir les moyens de pouvoir ravitailler les gens qu'ils ont laissés en forêt, pour consolider les positions qu'ils occupent où ils font le commerce. Voilà. La solution, c'est quoi par rapport à cette... Écoute, je l'ai dit et je continue à penser que, étant donné toutes ces complicités ou, comment dirais-je, qu'il y a dans notre armée, où il y a des anciens chefs rebelles qui sont dans notre armée et qui continuent à entretenir en armes, en intelligence, en information, aux groupes armés qui continuent à contrôler les territoires où ils exploitent de l'or, où ils exploitent les coltans, la République démocratique du Congo doit faire comme l'Angola avait fait en 2000. Okay. Faire quoi? Ça veut dire qu'il faut recruter une entreprise militaire privée, n'est-ce pas? Ce que certains appellent le mercenaire. Mais ça a toujours existé dans toute l'histoire. Même les États-Unis d'Amérique utilisent une entreprise militaire privée qui s'appelle Blackwater dans les opérations en Irak et dans plusieurs autres opérations. C'est question seulement de pouvoir consolider, en fait, faire à ce que ces gens qui n'ont pas signé de traités internationaux contre la guerre ou contre l'importation ou l'achat des armes puissent faire la guerre. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pragmatique parce que nous sommes en train de nous battre avec les gens qui pratiquent la technique de la guérilla. Okay? Ce sont des petits groupes qui se déplacent très rapidement, ils n'ont pas de chars de combat, ils agissent comme des mercenaires aussi, et donc il faut les opposer une force qui va réagir, qui va se battre. Comme la force régionale qu'on est allé prendre Kenya, Burundi, Ouganda, Sud-Soudan, ils sont là chez nous déjà? C'est ça la solution, c'est Non, je ne pense pas. Ça, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Okay? Oh. Oui, c'est de l'hypocrisie. Déjà dans la charte de l'ONU, ce qu'on appelle opération de maintenance de la paix ne fait pas partie de la charte de l'ONU. C'est une résolution qui a mis en place. Mais en fait, l'opération de maintenance de la paix, n'est pas adaptée pour combattre les insurrections internes. Le rôle de l'ONU, ce n'est pas de résoudre le problème des affaires intérieures d'un État. Le rôle de l'ONU, c'est de résoudre des problèmes qui apparaissent entre États, au niveau international. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on appelle Organisation des Nations Unies. Mais si nous considérons le djihad dans le Sahel, ou bien le djihad au Nigeria, ou les M23 et tout le groupe armé en République démocratique du Congo, ça ne cadre pas avec la mission même de l'ONU. Donc c'est une affaire, l'insurrection interne est une affaire de la République démocratique. Mais maintenant, là, les Kenyans sont chez nous, déjà, la force est chez nous, les Ougandais sont là, les Burundais aussi sont venus. Ils vont traquer les M23 ou ils vont... Ils ne vont pas traquer les M23. Ils sont venus faire quoi alors? Moi je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. Ils vont pas... Au nom de quoi ils vont traquer les M23? Au nom des accords avec le gouvernement congolais, ils sont venus en appui avec nous pour traquer les M23. Non, je ne pense pas qu'ils sont venus traquer les M23. Je pense qu'ils sont venus s'interposer pour faciliter le dialogue entre le gouvernement congolais et les M23. Pour créer une zone tampon. Voilà. Et les M23, qui contrôlent déjà la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, va continuer à faire payer des taxes et à gagner beaucoup d'argent et à continuer à acheter les armes. Voilà. Parce qu'en fait, il faut se poser de bonnes questions. La vraie question est que pourquoi les M23 font la guerre? Les M23 ne font pas la guerre parce que
il y a un problème politique idéologique. Les M23 fait la guerre pour contrôler les points de sortie des matières premières, n'est-ce pas, où ils gardent les contrôles, ils se font de l'argent et ils continuent à maintenir les positions qu'ils occupent. Comment leur couper tout ça? Mais j'ai déjà dit, il faut engager une force indépendante, privée. Comment quelle force? On doit chercher... Bah écoute, il y a Wagner, des Russes qui... Moi je dis clairement... Les Russes? Oui. Mais on a voté contre la Russie, non? Bah, je ne sais pas, ça c'est la politique de l'actuel gouvernement. Vous n'avez pas été d'accord d'ailleurs sur Twitter, le fait qu'on ait voté contre la Russie, j'ai vu votre tweet. Pas du tout. Pourquoi pas d'accord? On est avec les Américains, non? Non, mais parce que depuis plus de 30 ans que nous avons la guerre au Congo, qu'est-ce que les Occidentaux qu'on appelle les partenaires historiques ont fait? Ce n'est pas en 2 ans, 3 ans qu'ils vont résoudre un problème qu'ils ont gardé pour eux depuis 30 ans. Et je l'ai dit, ce n'est pas à leur profit. Ce sont les multinationales occidentales qui achètent de l'or, qui achètent les coltans et consorts. L'or et les coltans ou les matières premières que j'appelle sans taxe, parce qu'il n'y a aucun gouvernement qui taxe, n'est-ce pas? Ça leur coûte moins cher de traiter avec les groupes armés et de les sortir par le Rwanda et l'Ouganda plutôt que de traiter avec un État où ils vont payer les taxes et consorts. Pourquoi ils vont soutenir? La question, c'est celle-là. Je voudrais bien que quelqu'un me dise pourquoi ces gens qui optimisent, qui font beaucoup de profits en faisant les commerces des matières premières sans taxes avec les rebelles, pourquoi ils vont aider le gouvernement congolais à reprendre la souveraineté pour venir les taxer? C'est ça la question. Ils vont être perdants. Bon, ils vont être perdants, et c'est clair. Donc ils maintiennent alors cette situation comme ça. C'est fait sciemment. À dessein. À dessein, et on envoie les Nations Unies pour nous distraire, on nous envoie vers des négociations pour gagner du temps, on envoie la force des États de l'Est de l'Afrique pour nous endormir. Pour nous endormir, et les commerces continuent. Il faut être logique. La logique, c'est que, ici, les gens font des marges sur leur business en économisant sur les ressources des matières premières sans taxe, ok? Et ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas arrêter cela. Parce que s'ils arrêtent cela, les usines vont fermer en France, aux États-Unis, et les gens iront au chômage. Et si les gens vont au chômage, il y aura des problèmes. Donc c'est à la République, ce que nous vivons en République démocratique du Congo, ce n'est pas les problèmes de la communauté internationale. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Ce que nous vivons en République démocratique du Congo, c'est les problèmes de la République démocratique du Congo. C'est notre problème à nous. Voilà, et les Congolais doivent résoudre ces problèmes par la force. On négocie avec les Russes. Non, pourquoi négocier avec les Russes? On paye pour prendre une force privée russe. Oui, il faut faire des calculs. Il faut faire des calculs, ok? Combien d'argent nous perdons par jour dans les opérations militaires à l'est du pays? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, combien d'argent nous perdons en termes de commerce des ressources, des matières premières à l'est du pays? Combien d'argent nous perdons en termes de flux commerciaux entre le Rwanda, l'Ouganda, sur les points de Bunagana? Ok. Quand vous avez tous ces éléments, et vous dites, bon voilà, combien ça va nous prendre, n'est-ce pas, pour engager cette entreprise militaire privée, n'est-ce pas, et quel est le timing que nous leur donnons? Quand vous équilibrez les deux, n'est-ce pas, entre les pertes que nous avons aujourd'hui, non pas seulement en argent et en ressources, mais aussi en vies humaines et en sécurité de nos populations, et l'argent que nous allons payer pour embaucher ces entreprises militaires privées comme Wagner, et en ce moment-là, on prend une décision logique. On la décision prend pas une décision émotionnelle. De nous, avec tout ce qu'il y a comme pesanteur au niveau de l'échiquier international, est-ce que le blanc qui est derrière ce que vous dites là va nous laisser, l'américain, le français, va nous laisser calmement prendre une structure privée, militaire, russe pour venir attaquer au Congo? La question, les Américains vont vous ponctionner des sanctions, vont vous massacrer avec des sanctions, peut-être même des coups d'État, vous savez comment ça fonctionne? Non, mais la question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est que sommes-nous souverains ou pas? Justement. Voilà. Non, la question, c'est celle-là. Sommes-nous souverains ou pas? Ou sommes-nous encore une colonie, n'est-ce pas? Une colonie dont sa souveraineté est l'extension du colonisateur. Ça veut dire, vous n'êtes pas souverain, mais parce que la Belgique
est un État souverain et vous êtes la colonie de la Belgique, la Belgique étend sa souveraineté sur vous. Ok. Mais nous pensons que depuis 1960, nous sommes un État souverain et nous devons assumer. Il semble que c'est ce qui est dit, mais c'est ces gens-là qui posent des présidents chez vous. On parle du néocolonialisme aujourd'hui. On dit que ça veut dire que c'est maintenant l'homme blanc qui dirige à travers l'homme noir, qui place à la tête des pays. Écoute, je sais, c'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur, c'est pour ça que je fais cette émission ou d'autres. Parce que nous devons insister. Depuis que nous avons rencontré les Blancs en 1885, les Blancs est arrivé ici, ou les Occidentaux, pas tous les Blancs, je ne suis pas raciste, hein, mais je suis contre la façon dont nous sommes dominés. Depuis 1885, ils étaient arrivés ici sous l'étiquette de la civilisation, les progrès et les commerces, n'est-ce pas? C'est ce qui a été affiché. Mais qu'est-ce que nous avons vécu et qu'est-ce que nous continuons à vivre jusqu'à ce jour? C'est la domination, les pillages et l'appauvrissement. Tout à fait. Ok. Alors, allons-nous continuer à accepter cette domination de chaque fois, accepter les dictats de l'ancien colonisateur? Parce que les dictats de l'ancien colonisateur visent une seule chose. Il doit continuer à prendre nos ressources naturelles en ne payant rien du tout. En nous maintenant dans cette situation. Voilà, parce que le gouvernement n'aura pas suffisamment d'argent pour faire face aux besoins de sa population. Et la population va se révolter. Et pour que la population ne se révolte pas, les colonisateurs donnent des moyens de répression, comme les armes, comme les renseignements, aux gouvernants qu'ils imposent pour garder la même situation. Mais la question, c'est que les gouvernants sont aussi des Congolais. N'est-ce pas? Tout à fait. Ce sont nos familles qui sont dans la pauvreté. Tout à fait. C'est notre pays qui est ridicule. Est-ce que nous allons continuer, justement, à être... Il faut une prise de conscience. Voilà, à être l'outil du colonisateur pour continuer avec la domination des pillages et la pauvreté. Il faut vraiment une prise de conscience. Ok, il faut que le Congolais sache que nous devons exercer notre souveraineté et nous ne sommes plus l'extension de la souveraineté belge. Tout comme nous ne sommes plus l'extension de la souveraineté occidentale. Mais parce que s'ils étaient conscients de ce que vous dites, alors on n'aurait pas voté contre la Russie. Hein? Absolument. Moi, je me suis opposé, et je l'ai expliqué dans l'une de mes émissions, et je continue à dire, l'Occident impose son dictat à l'ensemble de la population mondiale depuis 1492, quand Christophe Colomb a commencé à découvrir les continents et tout. Ça fait plus de 500 ans que ça dure. Il y a de nouvelles dynamiques, il y a de nouvelles forces, il y a de nouvelles économies fortes, il y a des nouvelles forces militaires qui ont émergé et que l'Occident n'a plus le monopole de ce pouvoir-là. Ok. Et aujourd'hui, c'est vraiment ridicule pour un pays qui a été colonisé depuis 1885 et qui continue à être dominé, pillé et appauvri jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir ne pas voir qu'il faut négocier avec les nouvelles forces qui opposent l'Occident, n'est-ce pas, pour essayer de rééquilibrer les jeux dans les relations internationales. Apparemment, vous sentez pro-russe, hein? Non, je ne suis pas pro-russe. Vous avez un peu beaucoup d'admiration pour Poutine? Non. Je suis pro-congolais. Ok. Ok, je suis pro-congolais. Alors ça, j'aime. Oui, je suis pro-congolais. Et, de toutes les façons, il faut toujours faire un choix, n'est-ce pas? Quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Qui en pâtissent, mais il faut être derrière un éléphant qui va pousser l'autre sur ses propres herbes et non sur ses herbes où les herbes vont en pâtir. D'accord. Politique? Oui. On en parle? Oui. Vous voyez ce qui se passe à l'Union Sacrée, ça va? L'Union Sacrée gère le pays. Il y a des Kouloubi là-bas, Vital Kamere Fachi, Moïse Katumbi Fachi, Bati Vital Kamere. Pendant ce temps, nous on observe. Mais lorsque vous voyez la marche du pays avec l'Union Sacrée, pensez-vous que nous allons dans la bonne direction ou il y a des choses à rectifier? Écoutez, l'Union Sacrée a été une tricherie dès le départ. Ok. Parce que quand on fait les élections, on va élire la majorité une fois. Ok. N'est-ce pas? On ne peut pas changer la majorité sans organiser de nouvelles élections. Alors,
Pour moi, ça a été une tricherie de dire que les FCC qui étaient la majorité s'est transformée comme sur un coup de baguette magique, à coup d'argent et consorts. Et ça veut dire que la politique reste la même. C'est cette politique qui permet à l'Occident de nous dominer, de nous piller et de nous appauvrir. Ok. Donc pour moi, c'est comme un rebranding. Si j'ai un produit, par exemple, que j'appelais les coques, et les coques ne vendent plus bien, je lui change la couleur, je mets la couleur jaune ou la couleur verte, et puis je dis c'est devenu brillant. Mais le produit chimique est toujours le même, n'est-ce pas? Voilà, donc pour moi, sincèrement, l'union sacrée, c'est une tricherie dès le départ, et de la tricherie, on ne peut rien avoir de bon. Que pensez-vous de la gestion de Félix Tshisekedi? 4 ans après, bilan positif ou négatif? Ben, écoutez, j'ai toujours dit dès le départ que le président Tshisekedi n'était pas capable de relever les défis qui se posent en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon point de vue dès le départ. Il n'est pas capable? Mais écoutez, je l'ai dit, si je me trompe, que les gens me montrent des statistiques. Quels sont les éléments qui étayent cette affirmation? Écoutez, nous avons toujours le groupe armé à l'est du pays avant son élection, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a évolué? Et ce que nous voyons... Nous avons un budget de 14 milliards. Non, non. 14,6. Non. Oui, mais nous quittons d'un budget de 5, 6, 8, 14 milliards. Ça, c'est sous Félix Tshisekedi. Un budget... La gratuité de l'enseignement, c'est sous Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. On est en train de faire des routes, c'est sous Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Les recettes qui sont en train de monter là. Bon. Allez-y. Oui, je vais continuer. Un budget, c'est une prévision. Oui. N'est-ce pas? Oui. Nous ne pouvons pas parler de la prévision. Nous parlons de quel est le taux de recouvrement de ces budgets. Ça, c'est la première chose. Il faut que quelqu'un me dise que nous avons fait des prévisions de 14 milliards et nous avons récolté 13 milliards en cash que nous avons. C'est ce qu'on appelle cash flow. OK? Quand c'est encore les recevables, les comptables connaissent bien cette histoire. Un budget, ce sont des recevables. OK? Les gens me doivent, je vais recevoir. Mais personne ne dépense des recevables. On dépense des cash flow, n'est-ce pas? Quel est le cash flow? Ça veut dire le taux de recouvrement par rapport à ce budget de 14 milliards. Ça, c'est un. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel est le taux d'application, n'est-ce pas, de ces budgets d'exécution dans les dépenses de l'État, en termes de pourcentage et en termes de répartition? Moi, je ne suis pas excité, ok, quand les gens disent le budget a augmenté de 14 milliards, je me dis, mais est-ce que je parle avec des gens qui comprennent quelque chose? Ok. Parce que je peux dire aujourd'hui que j'ai un budget de 200 milliards. Ça veut dire, je dis, les gens me doivent 200 milliards. Ou j'ai des produits qui peuvent coûter 200 milliards. Et ces produits-là, en comptabilité, ou les gens qui les prennent, on appelle ça du recevable. Mais on ne décide pas, on ne dépense pas du recevable. Il faut d'abord les transformer en cash flow, n'est-ce pas? Et commencer à dépenser ces cash flows. Alors, moi, ce sont ces genres de choses que je voudrais voir. Donc, vous êtes pessimiste quant à la réalisation de cette projection de 14 milliards? Je ne suis pas pessimiste. Je suis seulement optimiste, mais réaliste. OK. 1. Je suis physicien, mathématicien, machin. Ça veut dire que j'aime les quantités. OK? Et je ne peux pas décider sur base du recevable. Ça fait longtemps que je dirige des entreprises. OK? Les cash flow est le maître mot de n'importe quel business. Combien j'ai transformé en argent? Et aujourd'hui, moi, je voudrais bien que les gens qui disent qu'on a 14 milliards de budget, de me dire, n'est-ce pas, combien ils ont dans leur rubrique cash flow. OK. Pas dans rubrique recevable ou prévision. C'est dans rubrique cash flow. Et s'ils ont du cash flow, que dit la loi des finances publiques, OK, que ce soit de 2021 ou de 2022, et quel est le taux d'application, n'est-ce pas,
de cette loi des finances publiques. Je reviens à la question. Voilà. Bilan, Félix Tshisekedi, positif ou négatif? Pour moi, je pense que c'est négatif, je le dis très clairement. Je ne suis pas là pour chanter le louange de n'importe qui, du président de la République. J'étais candidat président de la République comme lui, n'est-ce pas? Il a gagné et... Pas comme lui, il avait une machine lui d'épaisse. Hein. Vous êtes retiré parce que vous avez déjà vu votre échec. Bah écoute, si vous pensez que c'est la machine IDPS qui l'a fait gagner, je suis content. Il a gagné les élections. Bah écoutez, si vous pensez qu'il a gagné les élections, je suis content. Si je pense où il a gagné les élections. Non, je dis je suis content. À votre avis, qui a gagné les élections? C'est un Nanga de nous dire. Il a dit Félix Tshisekedi. Bah, on est content alors. Vous admettez, hein? On est content. D'accord, C'est allez-y. bon, on est content. Allez-y. Ouais. Le bilan, il est positif, il est négatif? Non, à quel point? Aussi longtemps que je ne vois pas, il ne faut pas me dire, sur un territoire de 2 345 000 kilomètres carrés, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune route qui peut quitter Kinshasa jusqu'à Goma, aucune route qui peut quitter Badolite jusqu'à Lodja, aucune route qui peut, vous me dites, il y a construction des routes. Mais on construit les routes où? On construit les routes dans la petite ville de Kinshasa? C'est ça? Hein? On parle, est-ce que le président de la République gouverne Kinshasa ou il gouverne la République démocratique du Congo? Ok. Donc, toutes ces histoires, et je l'ai dit même dans mon tweet, les gens essayent de me convaincre que le président Tshisekedi travaille bien et tout, mais je dis, bon, si vous êtes content, je suis content aussi pour vous. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas me convaincre. Soyez convaincus vous-même. Moi, je ne suis pas convaincu. Ok, je serai convaincu quand il va me dire, voilà, quand le président Kabila a quitté le pouvoir, il y avait seulement 6000 km de routes bitumées en République démocratique du Congo. Moi, j'ai ajouté 2000 de plus, ou 3000. Ok. Les budgets de la République démocratique du Congo étaient de 4 milliards. Je suis à 12 milliards, à 14 milliards. Et voici... les taux de recouvrement arrivent jusqu'à 10 milliards, ok. Et ces 10 milliards, j'ai augmenté les budgets de l'éducation, j'ai augmenté les budgets de la santé, j'ai augmenté les budgets, comment dirais-je, les taux, j'ai changé les taux d'emploi, ça a augmenté et des choses comme ça. Moi, je veux voir les statistiques. C'est la question que je toujours posée à tout le monde. On parle de tout, mais qui a un tableau de bord, n'est-ce pas? Où il y a un comparatif. Parce qu'il faut toujours voir, on est parti du point A qui était comme ça, on est au point B aujourd'hui, avec des éléments quantifiables. Ok, tout le monde, tout ce qu'on raconte, c'est la perception. Je peux percevoir les choses selon mes émotions. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé les thermomètres. Ok, parce qu'en fait, avec ma main, je peux dire que c'est très chaud, alors qu'avec les thermomètres, c'est 15 degrés. Voilà. Mais je vois comment on vous prend deux fois. Vous êtes pris à partie sur Twitter quand vous tweetez. Haineux, vous êtes haineux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui disent que le bilan est positif? Fachi béton, on chante à la gloire de Fachi. Apparemment, vous ne les mettez pas sur la même longueur d'onde, vous êtes dans deux mondes différents par rapport à ce que vous nous dites ici. Hein. Mais écoute, c'est, comment dirais-je, chacun apprécie la situation selon ses 5 sens. Ok? Je ne peux pas interdire aux gens de trouver que le président Tshisekedi a bien travaillé. C'est leur point de vue. Mais ils ne peuvent pas non plus m'interdire de trouver qu'il n'a pas bien travaillé. Voilà. Donc c'est ça la démocratie aussi. Ok? Donc, les gens qui disent que le président Tshisekedi a bien travaillé, il a résolu le problème de la République démocratique du Congo, très bien. Très bien. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas résolu le problème de la République démocratique du Congo. C'est mon point de vue. Il y a l'état des droits aujourd'hui. Vous avez la liberté de parler comme vous parlez là. Hein? Écoutez. De critiquer, vous allez rentrer bonnement, vous allez passer à l'aéroport, la DGM ne va pas vous déranger. Ben, écoute, si état de droit. Non, écoute. Il y a la tolérance aujourd'hui. Écoute, la tolérance est toujours là depuis très longtemps. Ok? La tolérance est toujours là depuis très longtemps. Il ne faut vraiment pas dire aux gens, parce que depuis que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, j'avais toujours le même langage. Okay? Oh, ok. Oui, donc la tolérance... C'est pas aujourd'hui qu'on a inventé... Non, la tolérance est toujours là depuis très longtemps. Okay? Donc, si quelqu'un veut commettre l'erreur d'interdire aux gens
de percevoir les choses comme ils perçoivent, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème. Parce qu'en fait, nous acceptons que les gens perçoivent que le président Tshisekedi est en train de résoudre le problème de ces pays. Mais il faut que ces gens acceptent aussi que nous puissions percevoir qu'il n'est pas en train de résoudre le problème de ces pays. Ok. Voilà. Que pensez-vous du train de vie des institutions? Il y a un débat houleux ici, on a parlé de 21 000 $ des députés, 45 000 des ministres, Joseph Kabila à 640 000, Félix Tshisekedi serait un peu plus au-dessus. Vous pensez quoi du train de vie? Je pense que le problème de tout ça... À l'étranger, ça se passe aussi comme ça, vous qui parcourez le monde? Non, je vais répondre d'abord à cette question. Je pense que la faute, c'est la faute de la population congolaise. Ok? Pourquoi? Oui. Parce que l'État, c'est un bien commun, n'est-ce pas? Où tout le monde a laissé une partie de ses droits pour la sécurité commune. Alors, ceux qui dirigent l'État doivent diriger l'État pour assurer une répartition équitable, n'est-ce pas, de ces biens communs. Alors, dès que ceux qui dirigent l'État utilisent les institutions communes, n'est-ce pas, pour accentuer les inégalités entre les populations, ils sont en train de créer des conflits. Il y a des études des Nations Unies et des PNUD qui montrent que tous les États dans lesquels le taux de pauvreté est supérieur à 60% connaissent des conflits internes intenses. Et la République démocratique du Congo, le taux de pauvreté est à 73%. Ok. Bon, comment voulez-vous que nous ne puissions pas être en conflit à Kwamotu, à Bunagana, même dans la ville de Kinshasa, où le Koulouna contrôle des régions dans lesquelles la police n'arrive pas? Alors, si les citoyens congolais qui, soi-disant, votent leurs représentants au Parlement et dans les institutions, ne sont pas capables d'interpeller ces représentants et laissent ces représentants faire tout ce qu'ils veulent, pourquoi ils se plaignent? Donc ils sont responsables. Absolument. 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 Regardez en France ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'inflation, les travailleurs sont en train de marcher, de faire des démonstrations pour qu'on puisse indexer leur salaire sur l'inflation. Ça veut dire que si les prix des produits augmentent de 10%, vous augmentez 10% sur notre salaire. Comme ça, nous ne devenons pas plus pauvres que la dynamique du marché. Mais en République démocratique du Congo, les prix augmentent tous les jours. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a aucune réaction, personne ne fait rien. On vient même te faire payer du courant, mais tu n'as pas du courant, tu es dans le noir. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit les problèmes du gouvernement. La République démocratique du Congo, c'est un bien commun. Il y a les gens que nous prétendons avoir désignés pour nous représenter dans les institutions, les gens sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, à qui nous ne demandons aucun compte, n'est-ce pas? Et ces gens profitent de ces institutions pour s'enrichir, n'est-ce pas? Et le peuple les applaudit. Voilà, donc moi je pense qu'il faut rééquilibrer. Le peuple doit faire quoi? Il faut rééquilibrer. Le peuple doit avoir des moyens de contrôler les gens. C'est comme ça qu'il a des députés? Non, mais c'est des députés qui les contrôlent. Ils rendent compte à qui? À la base. Hein? À quelle base? Pendant les vacances parlementaires. Non, quelle base? C'est ça le problème. Ok. Donc, le problème aujourd'hui, toutes ces plaintes, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent à Kinshasa, nous, comment dirais-je, nous souffrons. Je dis non, il ne faut plus me dire ça. Je n'accepterai pas ça. Comment ça? Parce qu'en fait, c'est notre responsabilité à nous, la population, de nous faire respecter par les gens que nous avons désignés. Ils ne sont pas comment dirais-je, nos maîtres. Ils sont là pour défendre nos intérêts. Nos serviteurs, en fait. Voilà. Et s'ils ne défendent pas nos intérêts, on les enlève. Donc un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Hein. Ben voilà. Donc,
je dis, et je le dis clairement, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, mais je dis, si nous ne sommes pas contents de nos institutions et que nous les gardons, ça veut dire tacitement nous les acceptons. Alain Daniel Chikomba, processus électoral. C'est là que ça va s'entrechoquer. Hein? Les élections 2023, hypothétiques? Écoutez, personnellement, quand je me suis présenté aux élections en 2018, je pensais vraiment qu'il fallait donner une chance à la démocratie en République démocratique du Congo. J'ai lu le livre de Tocqueville qui parle de la démocratie en Amérique, séparation du pouvoir, désignation des représentants par la population, ainsi de suite. C'est vraiment une très belle idée d'une société des droits, une société d'égalité. Alors, je suis arrivé en République démocratique du Congo, j'ai été complètement déçu par ce qu'on appelle élection, désignation des dirigeants, n'est-ce pas? Parce que c'était comme si on dépense de l'argent pour acheter l'étiquette qu'on appelle pays démocratique. Dites-nous en plus. Voilà. Ça veut dire quoi? On va dépenser 500 millions, 600 millions de dollars pour une élection contestée, n'est-ce pas? Oui. Et puis, dès que l'Occident accepte cette élection-là, l'Occident donne l'étiquette gouvernement démocratique à la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Dès que cette étiquette de démocratique est donnée à la République démocratique du Congo, ça donne bonne conscience aux Occidentaux et ils font des affaires avec ces pays, n'est-ce pas? Ils mettent de l'argent dans ces pays sans même se poser des questions si le gouvernement étiqueté démocratique est réellement démocratique, si le gouvernement étiqueté démocratique est capable de résoudre le problème élémentaire de sa propre population. Ok. Donc je doute personnellement que les élections soient une solution miracle pour le problème de la République démocratique du Congo. Je trouve que les élections aujourd'hui, c'est pour acheter l'étiquette démocratique venant des Occidentaux. Les élections, allez-y. Continue. Allez-y. Ok. Allez-y. Et donc, moi, mon idée, oui, c'est que les élections en République démocratique du Congo ne sont pas une priorité pour moi. Ok. Ok. C'est juste des dépenses inutiles d'argent pour acheter l'étiquette démocratique. Mais les élections sont constitutionnelles, non? Oui, c'est constitutionnel, mais le problème c'est quoi? Pourquoi on met les choses dans la Constitution? Tout ce qu'on met dans la Constitution, c'est pour permettre d'assurer la paix, la sécurité et le progrès des populations. Okay. N'est-ce pas? Qui vivent dans un territoire bien déterminé. Okay. Mais depuis que nous avons ces élections-là, elles nous ont apporté quel niveau de paix? Quel niveau de progrès? N'est-ce pas? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et si ce modèle ne marche pas, ne nous apporte pas la paix, ne nous apporte pas la sécurité, ne nous apporte pas le progrès, n'est-ce pas, de notre population, pourquoi devons-nous continuer à payer autant d'argent, n'est-ce pas, pour organiser un processus électoral juste pour plaire aux Occidentaux, pour qu'ils puissent nous mettre l'étiquette de démocratique. Okay. Voilà, donc je pense que les Congolais doivent réfléchir en profondeur, s'il vous plaît. Les Congolais doivent réfléchir en profondeur pour mettre en place un système de désignation des dirigeants. C'est quel système? Ça va venir, ça va être comment? Oui, c'est si ce n'est pas les élections, c'est quoi? Même si ce sont les élections, aujourd'hui, moi je pense que le plus gros problème, c'est quoi? C'est d'organiser ces semblants d'élections, n'est-ce pas? Et de dire à la population, vous n'avez plus rien à dire pendant 5 ans, laissez-nous faire. Mais c'est ce qui se passe partout dans les États démocratiques. Oui, mais c'est que c'est... Même aux États-Unis, même en France, non, ça se passe comme ça. Mais pourquoi chez nous, ça doit poser problème? Non, mais parce que chez nous, ça n'apporte pas la paix, ça n'apporte pas la sécurité, ça n'apporte pas le progrès. Voilà. Alors les gens arrivent au pouvoir comment si ce n'est pas par les élections, selon vous? Écoute, je dis, il faut mettre des garde-fous nécessaires pour permettre à la population de continuer à contrôler directement
les représentants avant d'organiser... La solution miracle, c'est quoi? Si ce n'est pas les élections, il fallait dire qu'il a fait ses 5 ans. Bon, il n'est pas en mesure de changer la vie des Congolais. Bon, les Congolais ne veulent pas de lui. Ils font quoi pour avoir quelqu'un d'autre? Mais aussi si longtemps... pas par les élections. Non, aussi longtemps, tout le monde, on a dit en 2018 que les Congolais ne voulaient plus de Kabila. Oui. N'est-ce pas? Oui. On a organisé les élections. Oui. Aujourd'hui, vous me dites que les Congolais ne veulent plus de Félix Tshisekedi. Non, je dis si les Congolais ne veulent plus. Oui, c'est un exemple. Non, moi je dis ceci. C'est vous qui avez dit que son bilan est non, négatif. Oui, moi je crois. D'accord. Je dis ceci. Ok. Le système électoral tel qu'imposé par l'Occident, n'est-ce pas, ne permet pas, n'est-ce pas, la sécurité, la paix et le progrès des populations. Ça veut dire que ça ne résout pas les problèmes d'y vivre ensemble entre Congolais. OK? Et les Congolais doivent réfléchir sur comment organiser un système politique qui va résoudre ces 3 problèmes-là. Est-ce que le problème, c'est les élections ou les individus? Oui, mais justement, pourquoi on parle des garde-fous? Quels sont les garde-fous que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport aux institutions? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas, comment dirais-je, réfléchir en aval, quand on a déjà organisé les élections et qu'on a déjà désigné les dirigeants, n'est-ce pas? Le problème, c'est réfléchir en amont. Si nous continuons toujours avec le même type d'institutions, sans garde-fou, n'est-ce pas? Et que les individus sont égoïstes parce que c'est la nature humaine. On ne peut pas dire qu'il n'y a que Shekomba qui est égoïste. C'est la nature humaine d'être égoïste. C'est pour ça qu'il y a la loi qui est impersonnelle, n'est-ce pas, qui impose aux gens de pouvoir être altruistes. L'idée de la démocratie, c'est les Congolais donnent un mandat à quelqu'un qui décide à leur place. Si pendant 5 ans, ce monsieur-là n'arrive pas à changer leur vie, les Congolais reviennent pour soit confirmer encore lui donner un deuxième mandat ou donner ce mandat-là à quelqu'un d'autre. C'est ça la logique. Mais maintenant, si on tue cette logique-là, il y a quelqu'un qui est là. Parce que dans notre pays, dans la Constitution, même dans son préambule, on parle de crise de légitimité de celui qui doit diriger tout le monde. Si la personne qui doit diriger le Congolais n'a pas de légitimité dans un pays aussi fragile, vous ne pensez pas que c'est de l'embrasement? Vous pensez vraiment que les élections de 2018 ont résolu le problème de légitimité? Encore qu'il faudrait savoir, est-ce que les élections de 2018 ont été crédibles? mais voilà, ça, ce sont des bonnes questions qu'il faut se poser. OK? Et donc, je pense qu'il y a nécessité. Ça, je dis, je ne suis pas contre la légitimité. Je ne suis pas contre les élections. Je ne suis pas contre la démocratie. Mais le problème, c'est qu'il faut adapter cette démocratie, n'est-ce pas, aux réalités congolaises pour que nous ne puissions pas perdre les contrôles sur les institutions telles que c'est le cas aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, donnez-nous la formule magique. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec cette formule-là, vous devez avoir quelque chose à proposer à la place. C'est quoi? Non, moi ce que je propose, c'est que il faut que les intellectuels congolais, les politiciens congolais et tout le monde réfléchissent. Non, eux, ils ne vont pas réfléchir. Ils sont d'accord avec les élections. Non, ils ne sont pas d'accord. Oh, je vous dis qu'ils sont d'accord avec... Non. Ils ne sont pas d'accord avec des élections bâclées. Mais ils sont d'accord avec l'optique d'organiser des élections chaque 5 ans. Non, comme je dis... Vous, si vous n'êtes pas d'accord avec cette optique, vous faites une proposition. Je dis que nous n'irons pas aux nouvelles élections pour reproduire la même chose. OK? La même chose, c'est quoi? Le problème de légitimité ne sera pas résolu. Deuxièmement, les populations congolaises vont perdre les contrôles sur les soi-disant représentants, comme c'est le cas aujourd'hui, où les soi-disant représentants font ce qu'ils veulent, ils se donnent des salaires comme ils veulent, parce qu'en fait, dans la loi des finances de chaque année, il y a les salaires de tous les personnels du gouvernement qui est là-dedans, n'est-ce pas? Comment les salaires des députés passent par exemple de 8 000 à 21 000? Est-ce que ça se trouve dans la loi des finances? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Mettre en place des institutions, n'est-ce pas? Des institutions fonctionnelles, exécutives, législatives, judiciaires, et des institutions de contrôle direct, n'est-ce pas, de la population. En Suisse, par exemple, pour tout changement de loi et consorts, il y a un référendum.
le peuple suisse garde la main, n'est-ce pas? Si tout ce qui se fait, c'est pour ça que la démocratie suisse est l'une des bonnes démocraties au monde. Tout passe par les peuples. Oui, absolument. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Comme je vous ai dit, si j'investis 100 000 $ en politique, en 5 ans je gagne 10 millions de dollars. Si j'investis 100 000 $ en achetant des poissons en Bandaka, peut-être que je gagnerai peut-être 20 000 $ de plus dans 5 ans. Donc, tout le monde veut maintenant utiliser les institutions de l'État parce que tout le monde sait que ces institutions ne sont pas contrôlées. Ça, c'est un problème d'élection ou c'est un problème d'homme congolais qui est pourri? Non, je parle de... Est-ce que l'homme n'est pas pourri ou... Tout homme, comme je dis, tout homme est égoïste. Il n'y a pas que l'homme congolais. Mais si partout ailleurs, les gens ne font pas ce que les Congolais font, c'est parce qu'il y a les contrôles. Il y a les contrôles des institutions. Quand on parle de la démocratie justement, c'est la transparence, c'est les contrôles, c'est la séparation du pouvoir. N'est-ce pas? Mais aussi longtemps que les gens qui sont... Nous avons compris que la démocratie type occidentale avec des institutions telles que nous les avons aujourd'hui ne marche pas parce que tout... Ça ne marche pas où? Mais pourquoi... Aux États-Unis, c'est pas... Non, ça ne marche pas au Congo. Pourquoi chez les autres ça marche et chez nous ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas de contrôle justement. Le contrôle à quel niveau? Mais quand vous invitez par exemple le Premier ministre pour rendre compte sur la situation du RAM, où est-ce que nous en sommes avec les RAM aujourd'hui? Quelle a été la conséquence de cette escroquerie nationale? Ça, c'est le problème des élections ou c'est le problème de la conscience du peuple? Je parle de la démo... Non, de la conscience du peuple dont vous avez évoqué tout à l'heure. En France, aux États-Unis, tu bouffes l'argent de RAM, le peuple est dans la rue pour que tu te démissionnes. Non, s'il vous plaît, il y a déjà des mécanismes internes. Quand nous parlons de la démocratie, les élections, c'est un instrument de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie dans son ensemble. Et cet instrument de la démocratie en République démocratique du Congo est défaillant. Nous devons réfléchir sur comment renforcer cet instrument de la démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie, je ne suis pas contre les élections. Mais aujourd'hui, on contrôle la Commission nationale indépendante, on contrôle la Cour constitutionnelle, on devient président de la République. Ça veut dire que quelque part, cet instrument de la démocratie, n'est-ce pas, et comment dirais-je, a un virus. Un féodé. Voilà, a un virus. Je dis, moi aujourd'hui, je ne me précipite pas vers des élections qui vont créer les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'on aura la contestation, on aura ceci, et on va encore passer 5 ans et on va encore courir vers de nouvelles élections pour organiser la même chose. Mais qui perd de l'argent? Nous perdons combien pour les élections? Écoute, si nous suivons les dépenses de 2018, c'était à peu près 500 millions de dollars. Pour un budget de 400 milliards. Les élections ne coûtent même pas 10%. 400 milliards, où est ce budget? On nous parle aujourd'hui d'un budget de 400 milliards. Non, 14 milliards. 14 milliards. Voilà. Pour un budget de 14 milliards. Les élections, ce n'est même pas 10%, parce qu'un budget de 14 milliards, les élections, c'est 1,4 milliard. Non, mais je pose... Mais nous sommes à 600 millions, donc c'est 0,1% peut-être. Oui, même ça. Mais combien? 400 millions de dollars, ça peut construire combien d'hôpitaux, combien d'écoles, les routes, des desserts alimentaires? Si déjà 14 milliards, on ne construit rien avec, qu'est-ce qu'on va faire avec 500 millions? Voilà, non, le problème c'est quoi? Il ne faut pas organiser les élections tout simplement pour permettre à certaines personnes de rentabiliser leur investissement au niveau local, et au niveau international d'avoir l'étiquette démocratique, alors que nous ne sommes pas démocratiques. Nous ne faisons pas les choses ici pour plaire à la communauté internationale. Nous faisons des choses ici pour assurer la survie de notre nation. Et pour que notre nation puisse survivre, nous devons créer la cohésion nationale, n'est-ce pas, en mettant en place des bonnes institutions et des bons dirigeants qui vont réduire les inégalités et assurer les progrès à la majorité des Congolais. Donc, quand nous réfléchissons comme politiciens ou comme scientifiques, ce sont ces objectifs que nous visons. Je suis d'accord. Alors, on ne peut pas sortir de ce plateau sans que vous nous proposiez. Vous nous faites un dessin d'une proposition. On met les élections à côté. On fait comment pour avoir un président? On est à 5 ans, 2023. Félix a fait un mandat. On va avoir de nouveaux dirigeants. On fait quoi? Pourquoi vous voulez avoir de nouveaux dirigeants?
Donc on doit garder ceux qui ont échoué. Non, la question c'est pourquoi Kabila avait échoué. Vous l'avez fait partir. Oui. Et vous considérez que celui-ci échoue aussi. Vous avez dit que son bilan est négatif. Oui, mais attends. Kabila... Comme son bilan est négatif, on ne doit pas chercher une nouvelle... Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui nous garantit que celui qui va venir après va résoudre le problème? Je continue. D'accord. Si il n'y a pas de mécanisme de contrôle, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Et que l'homme est égoïste par nature. Quels sont ces mécanismes de contrôle? Hein? Ces mécanismes de contrôle, c'est quoi? Comment la population congolaise peut interpeller un député et demander à ce député de démissionner? Okay. Comment la population congolaise peut interpeller un ministre directement et demander que ce ministre démissionne? Ok, ça sont des mécanismes de contrôle que je veux voir. Qu'on peut renforcer. Oui, ce sont des... Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme de contrôle, ça c'est un, n'est-ce pas? Et que les humains, par nature, sont égoïstes. Okay. Si, en Occident, la démocratie marche, c'est parce qu'il y a réellement cette séparation du pouvoir, n'est-ce pas? Un juge peut interpeller un ministre et conduire jusqu'à sa démission. Okay. Alors qu'ici, n'est-ce pas? Un juge qui interpelle un ministre, on va dire non, vous n'avez pas du respect, c'est un ministre quand même. Même la population... C'est l'excellence. Voilà, même la population elle-même comprend que les ministres doivent avoir des avantages. Regarde ce qui se passe au Congo. Un ministre qui commet l'infraction des droits communs, n'est-ce pas? Comme voler. On dit non, il doit être jugé par la Cour constitutionnelle ou la Cour ceci. On fait déjà la différence entre citoyens. Privilège des juridictions. Vous vous rendez compte? On fait déjà la différence. Donc, les gens ont créé des institutions, n'est-ce pas, qui permettent justement de ne pas rendre compte à la population congolaise. Et ce que nous disons ici, courir rapidement aux élections pour continuer avec les mêmes institutions dans lesquelles les Congolais n'ont aucun moyen de contrôle, en tenant compte que tout homme est égoïste, ça je le dis, ok? Même chez Komba, président de la République, sans garde-fou, il va s'enrichir. Donc il faut changer de constitution si on doit vous entendre. Hein? Parce que la constitution parle de 5 ans. Je ne suis pas contre 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais je me dis aujourd'hui... C'est la loi mère, hein? Oui. On se soumet tous à la constitution. Oui, on fait quoi de la constitution? Je me dis que il faut que la population congolaise ait un moyen direct, n'est-ce pas, d'intervenir dans la gestion de la chose publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que les gens qui sont dans les institutions, n'est-ce pas, font tout pour éloigner la majorité de la gestion de la chose publique, qui est pourtant commune. Merci beaucoup. Vous en prie. Président Daniel Sekomba, vous avez vu les attaques contre Mukwege, vous en pensez quoi, vous? Écoutez, j'ai donné mon point de vue, et je vais le répéter encore. Je pense que la guerre qui se passe à l'est du pays, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une guerre d'approvisionnement en matières premières non taxées. OK. Et donc, les mêmes personnes qui achètent les matières premières savent qu'en achetant ces matières premières, ils sont en train de renforcer les capacités financières des rebelles en armes et que ce sont ces rebelles qui commettent les viols. N'est-ce pas? Okay. Ça serait hypocrite de pouvoir soigner, n'est-ce pas, les violés, tout en ne condamnant pas ceux qui financent ces viols. Okay. Voilà. Ça, ce n'est pas... Le docteur Mukwege est hypocrite, alors? Ben oui, clairement. Et la communauté... Et il joue à l'hypocrisie de la communauté internationale. Le docteur Mukwege joue à l'hypocrisie. Oui, je pense qu'au lieu d'insister sur la Cour pénale, sur la République démocratique du Congo, il doit dire à ces gens d'arrêter d'acheter l'or, les coltans des crimes. Qui font qu'il y ait des violets. Voilà, je ne l'ai jamais entendu dire ça comme prix Nobel. Ok. Il doit dire à cette communauté internationale qui lui donne le prix Nobel de la paix, en disant, bon voilà, soyons clairs, il y a une corrélation directe entre les matières premières à bas prix que vous achetez de ces groupes armés, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces groupes armés qui violent les femmes qui viennent dans mon hôpital. Vous ne pouvez pas compatir avec ces femmes qui viennent dans mon hôpital, n'est-ce pas, en continuant
à acheter les matières premières qui permettent aux violeurs d'avoir de l'argent et de renforcer leur capacité militaire. Donc voilà, les gens interprètent toujours des choses de façon... Non, je ne suis pas là pour, comment dirais-je, insulter. Et ça, ce n'est pas l'insulte, ça c'est une analyse tout à fait... C'est votre avis? Oui, c'est mon avis, mais c'est une analyse qui tient la route. Selon vous? Oui, ça tient la route. Ça tient la route. Parce qu'en fait, je suis là, ok, je fournis les armes aux bandits, n'est-ce pas? Les bandits vont voler et je trouve quelqu'un qui vient soigner les plaies de ceux qui ont été blessés. Et je donne de l'argent à celui qui soigne des plaies. Celui qui soigne des plaies peut aussi réfléchir en disant, mais c'est vous qui donnez les armes à ces gens qui viennent blesser les gens ici. Ok. Pourquoi vous n'arrêtez pas de leur donner des armes? Pourquoi le docteur Mukwege doit insister sur le fait que c'est une affaire des Congolais? Il sait bien que ce n'est pas une affaire des Congolais. Ah bon? Oui, il sait bien que ce n'est pas une affaire des Congolais. Sans les ressources premières non taxées, il n'y aura pas de groupe armé à l'est du pays. D'accord. N'est-ce pas? Ok. Avec les ressources premières non taxées achetées par les multinationales qui soutiennent le docteur Mukwege, ok. Ils soufflent le chaud et le froid pour avoir... Le docteur Mukwege, pour eux, c'est un instrument pour leur donner bonne conscience, n'est-ce pas? Ils font tuer, ils font violer et ils viennent, bon voilà, on soutient les docteurs, on lui donne les prix Nobel, ainsi de suite. Ça, c'est mon point de vue. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis et je ne suis pas là pour dénigrer le docteur Mukwege. Donc, on a fini. Que pensez-vous de Jules Alinguete et le travail de l'IGF aujourd'hui? Oh, rien du tout. Hein. Avec la traque de voleurs, de... Quand je pose de bonnes questions, les gens ne répondent pas. Je pose la question. Combien Jules Alinguete a déjà récupéré dans tout ce qui a été volé? Ça, c'est à la justice de les récupérer. Oui, non, mais vous me dites, mais c'est son boulot, non? N'est-ce pas? C'est le boulot de traquer des voleurs. Non, il a traqué des voleurs, mais il a amené à la disposition de la justice. Oui, mais combien? Je veux savoir. Il a amené plusieurs à la disposition de la justice. Non, les voleurs. Non, pas les voleurs. Je veux savoir les montants qu'il dit que les gens ont volés. À ce jour, il est de combien? N'est-ce pas? Ça c'est la question. Les montants qu'il dit que les gens ont volés, à ce jour, il est de combien? Comme ça, on sait ce que la justice doit récupérer. Ok? Et ce que la justice doit récupérer va aller où? Ça devient une autre question. Aussi longtemps... Est-ce qu'on peut me préparer la vidéo de Ting et Pouloulou? On va finir par ça. Je vais voir la réaction du président sur ça. Allez-y. Aussi longtemps que c'est juste, il est traque, il traque. Je suis un homme logique et j'aime les chiffres. Il faut me dire, ok, comme à l'époque, un des conseillers du président Kabila disait, il y a l'évasion fiscale d'à peu près 14 milliards. Son conseiller en charge de la lutte contre la corruption, voilà. Le professeur Lozolo Bambi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si cette évasion sociale et fiscale de 14 milliards, combien l'action de M. Alinguete a résolu en disant il y avait 14 milliards d'évasion fiscale à l'époque de Kabila, maintenant il n'y a plus que 2 milliards. Moi, ce sont des choses comme ça que j'aime. Pas les histoires, Alinguete a fait cela, je suis désolé. Peut-être que j'ai Qu'est-ce que vous avez dit, le bilan de Félix Tshisekedi est négatif. Dites-nous quelque chose de bien que vous avez apprécié durant ces 4 ans de Félix Tshisekedi. Ben, écoutez, la seule chose que j'ai appréciée, c'est que la population va qu'à ses occupations. Il n'y a plus de marches. Sérieusement. Voilà, la population va qu'à ses occupations, il n'y a plus de marches. C'est déjà une très bonne chose. Sur le quotidien de la population, le manger, la santé, l'éducation, la gratuité, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas vu la gratuité? Vos enfants, vous, bon, vos enfants sont à l'étranger, évidemment. J'ai dit très clairement que la gratuité de l'enseignement était contre la qualité de l'enseignement. Hein? La gratuité de l'enseignement est contre la qualité de l'enseignement. À cause de la gratuité, une salle de classe qui pouvait recevoir 10 personnes, on n'a pas construit de nouvelles écoles, on n'a pas ajouté des bancs,
Et on a ajouté plus de gens et on se retrouve avec une salle qui accueillait 10 personnes qui commence à accueillir 100 personnes. N'est-ce pas? On n'a pas embauché de nouveaux enseignants et ainsi de suite. Ça veut dire que la gratuité de l'enseignement est contre la qualité de l'enseignement. Il faut voir, chaque médaille a son revers. Ok. Et le revers de la médaille, pour ça, c'est quoi? C'est la qualité de l'enseignement. Qui a été effritée par rapport à cette gratuité. Voilà. On est allé trop vite en besogne? Je l'ai dit depuis très longtemps. Tu sais qu'il est bien ou mal entouré? Oh, moi je pense que la responsabilité revient toujours au leader, au chef. Dire que le président est mal entouré, c'est sous-estimer sa capacité de réflexion. N'est-ce pas? C'est le président qui prend des décisions. Les autres sont des conseillers, ils ne sont pas des décideurs. En dernier lieu, c'est le président qui décide. Moi, cette histoire de dire que le président est mal entouré, ce genre de choses, c'est pas le président, c'est parce que je crois en la capacité du président de prendre des décisions par lui-même. C'est lui qui est le président. Trop de scandales quand même autour du président, de son entourage, Ce sont des choses qui arrivent partout. Ok? Ce sont des choses qui arrivent partout. Là où vivent les hommes, il y a toujours... ça manque pas. Ça ne manque pas. L'important, ce n'est pas ces scandales. L'important, c'est quelle est la qualité du service public que le gouvernement du président Tshisekedi offre à la population. Pour le reste, les gens peuvent négocier leurs affaires privées, mais si ça n'impacte pas la qualité des services publics, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent avoir leurs copines et tout ça. Moi, je ne suis pas à ces histoires de... Les gens peuvent être des jouisseurs. Oui, il n'y a pas de problème. On peut jouir moi-même. Bon, vous êtes un bon jouisseur. J'aime bien la vie. Et je n'ai aucun problème avec ça. Okay? Mais aussi longtemps que je continue à faire mon travail et à délivrer une qualité meilleure de services à mes consommateurs. C'est le plus important. Voilà. On va finir avec cette vidéo. Tingi Pouloulou a parlé à l'Assemblée nationale, allant même jusqu'à recadrer son président, le président Bosso. Il a fait des révélations, tous les généraux dans les réseaux sociaux. J'aimerais que vous puissiez suivre. On termine par là, vous allez juste poser un mot sur ça. Et c'est par là qu'on va baisser complètement les voiles dans cette émission. À la régie, si vous êtes en harmonie avec nous, on suit cette image de Tingi Pouloulou, on se retrouve tout juste après. À tout à l'heure. Collègue, la route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et puis moi, en 2021. Jeudi. Quand c'est au monit, jeudi, on lance les travaux. Mbongo et bima balia. Soko lingi yaga toko kende. Te, eko bandana ngombe nga na zo rappelo ka mbongo et bima balia. Yoko kote la kabango te. Oza camarade na bango te. Na lobaka mbala na mbala papa. Regardez votre âge. Vous avez le pays ici a donné de vous tout. 1, 11 fois ministre. 2, 7 fois député. 3, président du bureau d'âge. 4, président définitif de l'Assemblée nationale papa. Et ça vous qui moko epesi yo nyonso. Ezali ke yo fozong c'est la moko oyo. Na nini na ba valeur, na orientation, na contrôle rigoureux sans sentiment papa. Papa s'il vous plaît papa, kokote la bangote. Boyete papa, boyete. Peuple zo kufa boyete. Boyete. $0,11 francs congolais. Mais on vient de décaisser 6 milliards. Président, ce qui m'a choqué, il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence de 18 milliards. Papa, l'anda bien, hein? 18 milliards 565 millions 500 962 francs congolais sur un crédit de 29 millions 957 946 francs congolais. C'est-à-dire, on demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode d'urgence 18 milliards. Papa, même Satan le kakaboyete. Biloko oyo même comme Guindara Satan za kaboyete. Même na kisi ozui kisi banganga, akopesa mbongo boyete. Vous allez plus loin, président. Les mêmes habits se constatent aussi au ministère des Finances encore, où l'on voit mbongo wana na lobby à 18 millions, hein, 18 milliards. Ça fait quoi? Il paraît
ils ont aidé un soi-disant l'Union des consommateurs congolais. Moi, j'ai appelé le président de l'Union des consommateurs congolais. Je ne sais pas s'il est là. Je les ai appelés. Je connais cet organe. Non, non, non. Ils ont dit, ils sont surpris d'apprendre ça. C'est très honteux. Président, un autre décaissement au ministère des Finances de 300 milliards. Vous savez que 300 milliards de francs congolais sur un crédit de 200 millions. 200 millions, mais on décaisse 300 milliards. Pour... Nazo yebisoyo, nga nazana no elenge. L'inet oezaga ya fier. Naza elenge. 300 milliards. Pour quelles raisons? Construction d'un bureau, les Beseko. Dans l'équipe de Beseko, rien n'a été construit. Et vous savez tous que dans le budget 2021, l'institution cours et tribunaux a un budget maximum de 281 milliards de francs congolais. Mais on décaisse. Réaction. Écoutez, moi je suis content parce que j'ai parlé tout à l'heure du contrôle des institutions. C'est ça, c'est l'exemple qui montre que personne ne contrôle quoi que ce soit. C'est grave. Hein? Voilà, et si on ne contrôle rien, comment voulez-vous qu'on réussisse? Vous savez, à l'époque, après les élections, avant que je ne quitte la République démocratique du Congo, j'avais écrit sur le conseil de mes amis, non, maintenant que le président Tshisekedi est devenu président, il faut l'aider, il faut faire des propositions. Donc j'avais écrit au président de la République et pour lui dire, bon voilà, avec mon expertise et de mon équipe, nous mettons une application de monitoring des activités gouvernementales gratuitement. Ça veut dire, nous allons suivre vos décisions et leur application et ainsi de suite et vous donner un tableau de bord pour dire voilà, vous devriez dépenser autant d'argent, vous avez dépensé comme ceci, vous devriez prendre cette décision, jusqu'aujourd'hui ça traîne. Jusqu'au jour où je vous parle, on n'a jamais reçu une réponse de la présidence de la République. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et quand la présidence de la République n'avait pas répondu, parce que c'est gratuitement, je mettais mes équipes gratuitement, mon expertise gratuitement, je n'avais rien demandé. C'était juste pour aider les pays, ok? Parce qu'on dit non, le président est là, il faut l'aider. Bon, on l'aide avec ce conseil. On veut faire un tableau de bord pour éviter ce genre de choses. Quand le président n'avait jamais répondu, j'ai dit à mes amis qui me conseillaient, je ne suis pas certain que le président veut vraiment résoudre le problème de ces pays. Parce que quand on dirige, aujourd'hui, quand on dirige dans n'importe quel domaine, il faut avoir un tableau de bord. Il faut avoir des indicateurs clés de performance. Il faut savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je vais aller. Est-ce que je suis déjà là où je devais aller? Si on n'a pas toutes ces choses, comment voulez-vous qu'on réussisse? C'est pour ça que je suis sidéré quand les gens disent oui, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est par rapport à quel objectif? Si je ne connais pas la destination, chaque point devient ma destination. Tout à fait. N'est-ce pas? Et c'est ça le problème que nous avons en République démocratique. On n'a pas de repères. Hein? Voilà. Pas d'objectif, pas de... Voilà. Donc, pas de target en fait. Voilà. On dit bon, non, le président est devenu président, il faut l'aider. On dit bon, voilà. La seule façon de l'aider, c'est de mettre mon expertise et mes équipes en contribution pour créer un tableau de bord pour le gouvernement, un tableau de bord en temps réel. OK? Où ils mettent leurs objectifs, ils mettent les taux d'exécution de leurs objectifs, et ils ont en fait un tableau de bord de suivi. Si on avait ce genre de tableau de bord aujourd'hui, je pense que le président pouvait dire, voilà, j'avais 200 km de route, maintenant j'ai ajouté 400, mon objectif au départ c'était de comme ça, voici où est-ce que je suis arrivé, ainsi de suite. C'est ça la logique normale. Mais dès l'instant où personne, même quand vous écrivez à Joe Biden, vous recevez l'accusé de réception. Ici... N'est-ce pas? Vous recevez l'accusé de réception. Je vis quand j'avais publié ça sur Twitter, quelqu'un me dit non, vous êtes de l'opposition, pourquoi le président doit vous écouter? Vous devez venir humblement dire ceci, cela. Donc tout le monde voulait me donner des conseils pour comment aller s'agenouiller devant le président. Mais on ne peut pas aller s'agenouiller quand on veut servir son pays. N'est-ce pas? C'est à eux de me dire, bon voilà, nous n'avons pas accepté ce que vous nous avez proposé
parce que nous-mêmes, nous avons développé notre outil. N'est-ce pas? Et nous voyons les performances de cet outil dans l'exécution de la gestion de l'État. Mais ils n'ont pas accepté mon outil et ils n'ont pas l'outil. Et là, vous voyez que c'est la catastrophe. 2 millions de francs congolais, on sort 300 milliards. Même si vous avez un budget de 14 milliards de dollars. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Voilà, on revient dans ce que je disais. Merci beaucoup, Président Daniel Shekomba, d'avoir été de nôtre aujourd'hui. La porte est grandement ouverte. Vous voyez, vous avez communiqué, on a entendu librement, vous avez étoffé votre argumentation. Quand vous avez le temps, passez nous voir, passez réveiller le Congolais, passez, comme vous l'avez dit tout à l'heure ici, la responsabilité c'est aux Congolais pour ce train de vie-là. C'est le Congolais qui se laisse faire. Il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Absolument. On a retenu pour des mécanismes de contrôle direct. Direct, ok. Voilà. Pour que ce genre de choses soient évitées. Absolument. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup.